on va faire un petit point. Donc, le projet Barista, c'est un projet qui, avant tout, est né en fait de quelque chose que j'avais déjà créé il y a 7 ans. Doucement les chevilles, oui, bon, ouais, j'ai le droit, hein. Je suis sur mon propre stream, hein. Personne ne me fera de compliments, donc je m'en fais à moi-même, hein. C'est un droit que je m'accorde, voilà, je suis à la maison. Doublement en plus, puisque bah, c'est chez moi, donc voilà, je suis doublement à la maison. Et donc je disais, oui, c'est donc né d'un projet que j'ai créé il y a quelques années, qui était Tomahawk. Tomahawk, qui était un moteur 2D, qui est exactement sur le même principe que Barista, donc... c'était dérivé donc du coup de Pixie, Create.js, Phaser n'existait pas encore à l'époque, c'était surtout en fait plein de petits moteurs sont arrivés en fait au moment où Flash est mort, donc l'ActionScript 3, vous pouviez savoir en paire que ça changeait rien, on n'arrivait plus à le vendre, et donc je me suis dit bon bah allez on va passer donc du coup à du JS parce que le HTML5 arrivait, mais je me trouvais dommage comme pas mal de développeurs Flash de l'époque en fait de laisser tomber la technologie parce qu'elle a été laissée tomber alors qu'elle n'avait jamais été aussi bonne qu'au moment où on l'a laissée tomber. Mais Apple a gagné la guerre commerciale, donc du coup, terminé pour Flash. Et donc du coup, comme beaucoup d'autres, je me suis dit, c'est dommage de ne pas pouvoir faire du Flash avec du JS. Et finalement, on s'est dit, mais qu'à cela ne tienne, il y a juste à reproduire l'API du langage et puis les fonctionnalités. Et il se trouve que le HTML5 à l'époque proposait, sinon l'entièreté des fonctionnalités, au moins une bonne partie qui pouvait être intéressante, à savoir tout l'affichage graphique. Et surtout une API qui était intelligente et qui permettait en fait d'organiser son rendu en arborescence, et ça c'était plutôt sympa. Donc du coup, je me suis dit tiens, je vais surfer un petit peu sur la mort de Flash, et je vais créer donc un moteur de rendu 2D que j'ai nommé Tomahawk à l'époque, qui était donc écrit en ES5, hein, donc du JavaScript à papa, hein, comme j'aime l'appeler, qui est encore disponible sur GitHub, hein, si vous allez sur le GitHub de The Tiny Spark, vous allez le trouver, il est là, hein. Et donc du coup, c'est donc un moteur 2D qui copie l'API de Flash et qui donc permet de faire comme du Flash mais en JS. Et moi ça m'a permis de faire de l'argent avec des formations que je créais sur le produit, donc comment créer son moteur d'affichage 2D avec HTML5 et Canvas, si vous tapez cette phrase très exactement dans Google, donc lâchez un clip dans Twitch, lâchez un clip, repassez la phrase, retapez-la dans Google, vous allez voir, et vous trouvez encore les articles développés.com qui ont été créés dessus, il y en a eu un gros, avec l'entièreté du truc dessus, et donc j'ai vendu des formations dessus, j'ai vendu également des projets que j'ai créés avec ça, donc essentiellement des projets de jeux vidéo, donc des petits jeux, beaucoup de produits type jeux pour enfants avec Pasquier, etc. Enfin bref, il y a eu pas mal de produits qui ont été créés à l'aide de Tomahawk. Et ensuite, je suis passé à la version 3D d'un moteur, donc qui n'était pas fondé sur la même base que Tomahawk à l'époque, et qui donc avait pour ambition en fait de comprendre comment on faisait des moteurs 3D de la même façon que j'avais créé Tomahawk pour comprendre comment on faisait des moteurs 2D. Et donc du coup, il se trouve que au fur et à mesure, j'ai fait en sorte de laisser tomber un peu ce projet de côté parce que c'était difficile de vendre cette formation, c'est un public vraiment de niche et c'est très difficile de vendre ce genre de truc. Mais du coup, j'en ai profité pour progresser sur d'autres choses. Et puis il y a quelques temps, je me suis dit quand même ce serait dommage de ne pas remettre au goût du jour ce truc-là parce que ça reste quand même assez intéressant, mais le faire en TypeScript serait beaucoup plus intelligent. C'est donc à partir de cette idée-là que j'ai commencé à créer dans ma tête tout un programme de formation, mais que j'ai voulu donc mettre à disposition gratuitement sur YouTube. J'ai sorti une vidéo sur ça à l'époque, d'ailleurs je vais vous la montrer si vous voulez. Hop, on va aller la regarder rapidement. Alors c'est sur la chaîne, vous pouvez donc aller donc y faire un petit tour, donc la chaîne YouTube, donc Mukachino. Hop, on y va. Et donc du coup, au niveau donc de la chaîne en question, c'était Mukachino V2.0 2.0. Donc naturellement, c'était un jeu, un anagramme pour dire en gros, voilà, c'est version 2020. Qu'est-ce qui se passe sur Mukachino version 2020? Donc j'avais tenté une petite intro que je pensais un peu rigolote à l'époque. Voilà, moi en train de faire le con.
World. Voilà, et donc Bonjour en à gros... tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Ah, un peu le spéciale manque parce de qu'elle naturel, annonce la venue c'était du vraiment format l'époque. Bon, là, je principal pense que c'est un peu mieux, de même l'année si c'est 2000. pas ouf. Ça fait Mais des je pense que semaines c'était je vous vraiment spoil le dur, en contenu. fait. Pour moi, c'était En tout dur cas de pour parler à celles et cette ceux putain de qui sont caméra sur sans avoir de Discord. retour, en fait. Il est Et c'est temps vrai que maintenant lorsque pour moi je de vois faire mon toute rendu la là et lumière le là-dessus. rendu de la caméra, c'est vrai que lorsque j'ai moins de barbe et moins de cheveux, j'ai l'air tout nu. Je Ouais, lance à finalement, partir de la on est d'accord. mi-janvier. Donc en fait, en Et gros, en fin de je cycle, disais qu'il y je aurait vous donc des proposerai cycles, des TP voir fil maintenant rouge, des quels sont les exercices, des objectifs. challenges, etc. Comprendre les transformations dans Je me l'espace. suis beaucoup embêté, c'était vraiment quelque chose que je voulais tenir en fait, mais ça a été assez difficile de tenir ça parce que Nous allons j'avais un également double rythme de apprendre comment publication. optimiser les Le rythme rendus donc sur développer.com, Nous allons apprendre à le créer rythme sur le nos site, propres filtres pondre et nous ça, apprendrons à nous servir pondre ça à d'outils côté du performants boulot, commencer et à, open source. commencer à le faire. Et donc je me suis mis beaucoup trop de charge C'est de pas travail mal, sur tout le ça. moment que j'arrivais pas à tenir. Mais C'était l'époque où je dans prenais quel également domaine ça va énormément nous de servir temps pour produire une vidéo Eh bien, sachez que de vous qualité qu'aujourd'hui je qualifierais de normale sur la chaîne. Surtout au niveau du son, j'avais pas le setup que j'avais là, j'avais pas en fait là typiquement pour la prise de son c'était galère. Oui, je coupe le son de YouTube, voilà. Et donc du coup ouais, c'était compliqué. C'était assez compliqué en fait pour moi de produire quelque chose dans les temps. Et donc du coup je me suis cramé, je me suis assez vite découragé, ce qui a donné lieu à cette grosse pause d'un an, ça plus les commentaires négatifs que je prenais justement sur Barista, ce qui est dommage parce que finalement quand je refais la somme des commentaires qu'il y avait à l'époque, les commentaires positifs l'emportaient largement sur le négatif, mais voilà, étant cramé et l'humain étant ce qu'il est, on retient beaucoup plus facilement les retours négatifs que les positifs, et je crois que je prenais ça beaucoup trop à cœur. Donc, la grosse pause d'un an, qui n'a pas aidé au dynamisme sur le Discord, hein, pour ceux qui y sont, vous savez de quoi je parle, mais c'est pas grave, comme je l'ai expliqué l'autre soir à Chaton Brutal, qui est un habitué, pour l'instant, le dynamisme du Discord ne fait pas partie de mes priorités, bien loin de là. Il y a d'autres choses à mettre en place avant, et peut-être éventuellement relancer le Discord bien plus tard, lorsque ce sera le moment et que j'aurai du temps à y consacrer. Même si aujourd'hui, contrairement à avant, je suis beaucoup moins seul. Oui, Chaton, on parle de toi. Je suis beaucoup moins seul qu'avant pour gérer ce truc-là, et c'est d'ailleurs pour ça. Donc, là, vous voyez par exemple, ça tenez, regardez, ça c'est l'un des rendus. Bon, ça c'est du rendu SriJS, mais ça par exemple, c'est du rendu du moteur Custom 3D que j'ai créé en JS à l'époque pour apprendre aux gens comment on faisait des moteurs 3D. Et donc ça, retenez-le bien, parce que ça sera... c'est l'avenir en fait de ce que va devenir Barista dans ses versions majeures plus lointaine. Donc on le verra, on va le voir un peu plus tard, Encore une fois, c'est surtout à but pédagogique, même si honnêtement, au vu des performances que l'on obtient côté Barista, je pense que c'est largement... Alors je vais en profiter pour regarder combien vous êtes. Oh ça va, vous êtes 4, 5, donc c'est nickel. Donc je disais, ouais, au vu des performances que l'on obtient, on est plutôt pas mal, franchement, et on peut largement exploiter ça en production. C'est vraiment pas un problème, d'autant plus que le projet Barista est entièrement testé, et tous les tests passent, donc à chaque fois que vous publiez, à chaque fois que vous avez une version mineure, majeure ou intermédiaire sur Barista, vous pouvez être sûr et certain que cette version a été testée, puisque de toute façon la CI n'acceptera pas une version qui n'a pas été testée. Donc comme ça au moins c'est sûr et certain. Et bien entendu, maintenant que j'ai ouvert le projet à la collaboration open source, il y a donc un système de code review qui est en place. Donc là, ce soir c'est un petit peu les débuts de ce truc là justement. Donc je sais pas si dans le chat il y a des gens qui m'ont rejoint sur le projet récemment et qui du coup sont là ce soir, et peut-être qu'ils voudront éventuellement se présenter, donc je me mettrai sur le Discord en vocal avec eux. Ils parleront d'eux, de leur expérience et du pourquoi ils rejoignent le projet. Et donc du coup, Barista, à l'heure actuelle, a atteint un niveau de maturité qui est quand même beaucoup plus sympathique que ne l'était Feu Tomahawk. Tomahawk, c'était vraiment du développement que je qualifierais presque de développement à l'arrache, parce que finalement, j'avais pas de test, j'avais rien qui garantissait en fait le bon fonctionnement du moteur, si ce n'est mon expérience et les heures passées à débugger dessus. Sauf que ça, c'est totalement subjectif, si ça n'a rien de concret pour un utilisateur lambda qui souhaite utiliser et reprendre le projet. Donc du coup, j'ai décidé de reprendre Barista, de reprendre Tomahawk, de le renommer Barista, de le faire en TypeScript et surtout d'y intégrer des bonnes pratiques de développement. Et c'est le but de cette ouverture maintenant
à l'open source, c'est de faire en sorte que pour les quelques issues qui restent, que j'ai ajoutées il y a 2 jours, eh bien en fait, ce sont des petites fonctionnalités supplémentaires, très sympas, que l'on peut rajouter au projet Barista 1.x, et donc du coup, mais qui n'impactent pas l'API globale, parce que là, oui, ça te rappelle des heures de debug, oui tout à fait chaton, c'est exactement ce que je te disais l'autre jour. Et donc du coup, je disais que toutes ces issues là en fait ce sont des fonctionnalités supplémentaires un peu fun que l'on peut ajouter à Barista mais qui ne vont pas modifier globalement sa façon de fonctionner, donc du coup elles resteront ancrées dans la 1.xx. La version 2 de Barista, c'est là où je me tâte, mais je pense que je vais arrêter de me tâter entre guillemets, je vais prendre cette décision bientôt. À partir de la version 2 de Barista, Barista ne sera plus que un moteur de rendu. Barista deviendra un framework de création de jeux 2D. C'est-à-dire que vous n'aurez pas que le côté Core Rendering Engine, c'est-à-dire juste le moteur de rendu. Vous aurez également des composants précodés qui permettent de rajouter des fonctionnalités, des fonctionnalités facilement et rapidement à votre jeu. Par exemple des inventaires, des notifications, un système de gestion d'événements central. Vous aurez également toute la structure de code, donc rien de bien foufou, hein. Ça sera du MVC avec en plus une factory, un injecteur de dépendance qui vous permettra donc de configurer l'injection de vos dépendances au runtime, et donc du coup vous aurez donc la possibilité d'avoir des fonctionnalités précodées, c'est déjà en cours, c'est sur la lib Espresso qui est en ligne mais qui n'est pas ouverte et qui est même pas encore qui en a assez balbutiements, qui dépend de Barista, mais Barista 2. quelque chose intégrera les fonctionnalités qui ont déjà été conçues dans Espresso, et il y aura une roadmap avec le fait d'ajouter des fonctionnalités de jeu que l'on connaît déjà, donc des mécanismes bien réels de jeux auxquels vous avez tous joué, et on va s'acharner, je et les personnes qui éventuellement voudront me suivre dans cette aventure, on s'acharnera donc à faire en sorte de proposer des modules précodés, de sorte à ce que la création de votre jeu ressemblera plus à de la configuration qu'à de l'écriture de code à proprement parler. Bien sûr, il faudra toujours que vous ayez du code, que vous ayez la possibilité de mettre du code, et donc ça sera sous un format suffisamment ouvert pour ça. Mais au moins, vous aurez des modules précodés qui vous permettront d'ajouter des fonctionnalités bien connues pour des jeux en 2D. Et le V3.x de Barista, on y viendra, mais ça sera, à mon avis, l'ouverture à la 3D. L'ouverture à la 3D. Et donc tout ça, bien entendu, le but du jeu, c'est que ça reste pédagogique. Alors je sais que j'ai pris énormément de retard pour le site web, je sais que j'ai pris énormément de retard pour les publications sur développer.com. Ça sera des choses qu'il faudra que je rattrape. Je pense que tout seul, je vais avoir du mal à le faire. Donc bien sûr, vous êtes tous et tous les bienvenus pour me donner un coup de main là-dessus. C'est pour ça aussi que je veux en faire un projet communautaire, parce que finalement, c'est un gros morceau à tout faire tout seul. Et Internet et le public étant ce qu'il est, si tu ne sors pas quelque chose à intervalles réguliers, tu as du mal à intéresser les gens à ce que tu produis si ça n'est pas suffisamment qualitatif et quantitatif dans un délai relativement court. Donc du coup, fatalement, avoir des gens qui participent déjà, ça les implique un peu plus, et ensuite ça te permet à toi d'avoir un rythme de croisière qui est plus raisonnable en termes d'attente, d'intérêt pour le public, etc. Encore une fois, le but n'est pas forcément de remplacer ce qui est existant. Je pense que les solutions comme Pixie et Phaser sont beaucoup plus intéressantes à utiliser à l'heure actuelle que Barista, sauf d'un point de vue pédagogique. D'un point de vue pédagogique, je pense que Barista à l'heure actuelle est vraiment la meilleure solution que l'on puisse trouver, parce que c'est la seule qui, à ma connaissance, a voulu documenter ses fondements. Et c'est ça le but du jeu, c'est de comprendre mieux. Même si, je tiens à le préciser, les performances qu'on a à l'heure actuelle sur Barista sont largement exploitables en production, mais genre très très large. D'ailleurs, je vais vous le prouver ce soir en vous montrant donc les basiques, les fondements de Barista, comment on s'en sert, quelles sont les marges de manœuvre que l'on peut exploiter pour éventuellement contribuer à avoir de meilleures ressources sur le moteur, pourquoi j'ai choisi telle solution et pas telle autre. Il y a plein de choses à exploiter dans ce moteur, il y a plein de directions différentes à exploiter, avec des benchmarks à l'appui, des prises de décision, également comment c'est facile ou non de
d'utiliser le moteur. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte. Et on va pouvoir donc du coup les voir ensemble un petit peu ce soir, ou au moins en parler brièvement, de sorte à ce que dans le futur, ça ne soit pas une totale découverte. Donc, comme promis, ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc démarrer un exemple. On va démarrer donc un dépôt. Alors, ce dépôt, on va l'initialiser comme n'importe quel autre dépôt. Et on va faire en sorte de démarrer donc comme si on prenait un projet de base. Donc je vais le nommer Barista Examples. J'en ai déjà un autre, hein, mais là ce que je voudrais c'est vous montrer en fait le début. Le début. Comment on fait pour démarrer un projet avec Barista, comment on fait pour compiler, comment on fait pour faire tout ça. Tout simplement. Alors on y va. On va donc prendre un projet, je vais donc démarrer un terminal, et enfin on initialise donc un projet NPM. Donc on y va, on s'en fiche un petit peu du nom, parce que de toute façon j'ai pas dans l'intention forcément de le publier, et donc du coup ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc faire en sorte d'installer Barista en lui-même. Donc npm i @TheTinySpark. Donc le nom du package sur npm, c'est @TheTinySpark Mukachino Barista. On en est normalement à la version 1.6.3, si je dis pas de bêtises, je l'ai publié vendredi soir. Ok, parfait. On va donc pouvoir ouvrir... Hop, tu veux pas m'ouvrir mon... Voilà. Donc on a notre projet. Donc ici on a donc notre dépendance. Et on va pouvoir donc créer un dossier src. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc créer donc un premier script. Alors, je vais donc pour ça rapidement donc prendre un fichier index.ts. Hop. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer un exemple pour chaque type d'objet de base de Barista. Donc ici, si je veux pouvoir donc déjà compiler tout ça. Ça c'est le côté un petit peu chiant en fait. Il suffit juste de faire un start tsc de index.ts et normalement, donc je vais pas faire en sorte de configurer un projet complet parce que j'ai pas besoin de pas mal d'options, sachant que je vais juste utiliser un fichier à la fois. Alors, found one error, tsc index.ts, pardon, c'est... Hop, voilà. C'est ici. Hop. Voilà, on a donc index.js qui est là, parfait. Maintenant, la seule chose que je veux, c'est un petit fichier index.html. J'ai pas besoin de webpack ou autre ici, puisque je ne vais vraiment faire que des exemples très simples ce soir. Donc ici, je vais juste faire en sorte que mon projet, à l'heure actuelle, démarre le script qui se trouve dans src index.js. Voilà. Et c'est la seule chose dont j'ai besoin. Et donc du coup, ce que je peux faire éventuellement ici, c'est lorsque je fais donc un tsc index.ts, je vais lancer un HTTP serveur dans le dossier src, et hop, comme ça, npm run start me permet donc de lancer mon projet. Je fais un CTRL-clic, oups, j'aurais pas dû le lancer dans src, mais plutôt dans le répertoire courant, parce que l'index.html est bien là. Hop, on y va. Donc là, j'ai mon index.html, donc c'est bien blanc par contre. Hein. Et donc du coup, voilà, on a notre projet, on a notre script qui est bien relié, qui est tout vide à l'heure actuelle. Mais nous, on s'en fiche, on va commencer à créer notre projet. Alors, première chose à faire, ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc créer un display object. Donc le display object, c'est la base de Barista. C'est un objet d'affichage. On va donc le créer ici, donc const. On va le nommer par exemple object, ou on va le nommer plutôt logo, si on va afficher le logo de Mukachino. C'est un new display object que l'on importe depuis le package en question. Alors, contrairement à Flash, il y a pas mal de changements que j'ai apportés entre Tomahawk et Barista.
Notamment le fait que normalement, pour ceux qui ont fait du Flash, un DisplayObject n'est pas directement instanciable, c'est une classe abstraite directement. Normalement, on instancie des sprites, des movie clips ou autre joyeuseté. Là, pour le coup, DisplayObject est directement instanciable, DisplayObject-Container aussi. Donc du coup, on peut directement utiliser DisplayObject. J'avais pas forcément de nécessité, cette fois-ci, à copier-coller vraiment l'ActionScript 3, j'avais besoin de quelque chose de simple. Donc ce logo. Ce logo, si on veut l'afficher, en fait, il faut déjà lui donner donc, des coordonnées. Donc on va lui donner des coordonnées. Logo.x, on va dire qu'il est à 100 pixels. Logo.y est égal à 100 pixels. Il faut donc lui donner une taille à ce logo, une largeur. On va lui donner 400 pixels de largeur, ainsi qu'une hauteur de 400 pixels. Il va falloir également lui donner une texture, c'est-à-dire quelque chose, une source graphique, qu'il devra donc dessiner. Nous, ça sera une image. Ce qu'on va faire, c'est que je vais donc aller chercher le logo, donc le logo de la chaîne qui se trouve dans les images ici, donc View, Image. On va aller le mettre donc dans les icônes, et dans les icônes, on a donc le logo de la chaîne. Je vais prendre celui qui est transparent, comme ça vous allez voir que Barista respecte bien la transparence des éléments. Donc je vais le nommer dans un dossier Assets, et je colle ça ici, je vais juste le nommer logo.png. Ok, c'est parfait. Donc, pour pouvoir donc lui donner comme texture ce logo-là, cette image-là, ce que l'on va faire déjà, c'est qu'on va la charger. Donc, on va changer un petit peu notre code. Déjà, on va dire que lorsque la page est chargée, donc window.addEventListenerLoad, on déclenche, donc lorsque la page est chargée, on déclenche une fonction. Cette fonction, elle va me permettre d'envoyer des éléments à télécharger. J'ai intégré à Barista un utilitaire qui vous permet donc de télécharger des données. Donc à l'heure actuelle, c'est uniquement des images et du JSON, mais plus tard, on ajoutera donc les vidéos, des binaires, etc. Donc le manager, c'est un New Assets Manager. Dans ce manager, on va lui demander d'ajouter donc à une file d'attente, donc une queue, une file, on va donc lui demander d'ajouter un élément qu'il doit donc télécharger. Ça sera donc dans l'URL assets, et on a dit logo.png. Son alias, c'est une clé, une chaîne de caractères qui va me permettre par la suite de retrouver l'élément une fois qu'il a été chargé. Donc ici, je vais le nommer on va le nommer Mucacino_logo. Et donc, pardon, c'est le type, ça c'est le troisième paramètre. Et donc le type ici, c'est image type. Le image type, il est également dans Mucacino Barista. C'est une constante, ça m'évite d'avoir à le retaper à la main. Donc manager.queue, manager.load. Alors, manager.load, comme on peut le voir, me retourne une promesse. Une promesse, c'est une promesse donc de données. Donc cette promesse, je vais pouvoir donc soit l'exécuter de façon asynchrone, soit l'exécuter de façon synchrone, c'est au choix. Je vais l'exécuter de façon asynchrone, comme ça je n'ai pas à me prendre la tête. Donc load ici, donc pardon, on va mettre un load queue plutôt. On va charger la file d'attente, qui me renvoie donc la même promesse. Ok, une fois que ma promesse est résolue, j'ai donc mes données qui me sont passées en paramètres dans un data ici. Mais je ne vais pas les récupérer comme ça, je vais plutôt aller les redemander à mon manager. Comme ça, ça me permet de vous montrer qu'on peut les utiliser. Alors, hop, ou même mieux, on va plutôt faire ceci. On va faire une fonction start. Je vais déclencher start ici. Et là, comme vous pouvez le voir, mon manager, vu que c'est une constante et elle est dans l'espace global, je vais pouvoir la réutiliser ici. Et je vais donc pouvoir créer mon DisplayObject. Mon image, je vais la récupérer à l'aide de mon manager. Je vais lui faire un manager get et je lui renvoie donc l'alias que j'ai passé. Parfait. J'ai donc mon image ici. Et du coup, ma texture. Ma texture, en fait, c'est un objet de type
texture qui est donc dans Mochaccino Barista. Pour créer une texture, on a besoin donc d'un identifiant qu'on lui donne. Donc ici, ça sera Mochaccino _ texture, par exemple. On lui précise une texture data, donc c'est un objet que l'on crée aussi. Donc c'est un new texture data. Les imports se font automatiquement là-haut. N'oubliez pas que si jamais vous les avez pas, ça risque d'être compliqué. Et ce texture data prend en paramètre ce que l'on appelle une canvas image source. Donc ça peut être une vidéo, ça peut être une image, ça peut être pas mal de choses. En vérité, une canvas image source, c'est une interface qui est standard maintenant et qui est donc documentée sur le doc officiel de JavaScript. Donc, new texture data, et là je lui envoie mon image. Parfait. Les paramètres optionnels qui arrivent derrière sont les paramètres qui me permettent de préciser ce que je souhaite dessiner de ma texture data dans ma texture. C'est-à-dire que je peux avoir une très grosse image, mais ne vouloir en dessiner qu'une toute petite portion. Et donc du coup, ça me permet, ces paramètres-là me permettent de dire quelle portion de l'image je souhaite dessiner. Donc là, moi je veux dessiner toute mon image, donc source X c'est 0, source Y c'est 0, la largeur de la portion que je souhaite dessiner c'est la largeur de mon image. Oups. Alors, mon image, il faudrait peut-être que je lui donne quand même un type de données, donc ici ça sera HTML image element, donc ici ça sera width image.height. Ok, je vais donc mettre tous ces paramètres les uns au-dessus des autres pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc là c'est ma texture data, l'ID et les coordonnées à l'intérieur de mon image que je souhaite dessiner plus tard. Ok, donc là c'est la texture de mon logo, sa position, son Y, son width, son height. Mais je ne peux pas le dessiner tel quel. Pour ça, il me faut l'équivalent de la scène de Three.js pour ce qu'on fait, ou de la scène de Pixie, ou de Phaser. Ces deux derniers, d'ailleurs, implémentent le même objet que moi j'ai implanté, qui était déjà présent en Flash ActionScript 3, c'est le stage. Le stage, c'est la scène. Est égal à new stage. Et le stage, on va pouvoir lui ajouter donc des enfants, des objets d'affichage. Alors on verra un tout petit peu plus tard quels sont les display object containers et pourquoi c'est intéressant, donc vous inquiétez pas, on va le voir. Et on va donc lui ajouter les logos. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va lui donner également une taille à ce stage, donc on va lui donner par exemple une taille de 1280, une largeur de 1280, une taille de 700, une hauteur de 768. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va ajouter au document HTML, à son body plus exactement, l'objet de type HTML Canvas Element qui a été automatiquement instancié par le stage. Pour ça, on fait stage get canvas. Voilà. Et on peut également préciser donc la taille. Donc ici stage donc point get canvas point width. On peut la redessiner nous-mêmes. Hein. On peut la réaffecter nous-mêmes également la taille du canvas. Pas de souci avec ça. Ok. Et enfin, dernière chose à faire. On va faire en sorte de dessiner la prochaine frame pour notre jeu en cours, avec un appel à stage.nextFrame. C'est parti, il n'y a plus qu'à compiler, relancer, et tout va bien se passer normalement. À moins que je n'ai oublié quelque chose, donc get all, mapstring, cannot find, you need to change your target library. Ah oui, voilà. Try changing the lib compiler option to ES5 or later. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre un... Alors, on va prendre mon tsc config... parce que en gros il faut bien paramétrer son projet TypeScript, alors bougez pas, j'en ai un qui est là, GameExample, le tsconfig, boum, c'est parti. Toi tu vas m'accompagner, je vais vous le détailler juste un peu après. Ça m'évite d'avoir à le retaper en entier. Hop, Barista Example du bureau. Très bien. Alors, le tsconfig.json. Le tsconfig.json, donc là ici, include spec, on s'en fiche complètement. Lib, on s'en fout, c'est pas le lib que j'ai, c'est src. Je l'enregistre, et là, vous voyez, j'ajoute donc pas mal de choses. Pourquoi were found in config file, specify include path, il manque Ikin, mais en vérité, je pense pas qu'il y ait de problème particulier. Il est plutôt bien formé,
mon TS config, donc non. Non, c'est juste mon éditeur qui faisait n'importe quoi. Donc ici, on inclut donc les libs ES 2015 et DOM, qui me permettent donc de manipuler avec le TypeScript donc, les libs en question, donc de l'ES 2015. Salut Fiméo. Bah écoute, si tu veux, je suis... Ah, Chaton qui est en vocal sur Discord. On passe un petit peu après sur le Discord Chaton. Juste après. Donc Target, ES5, module CommonJS, déclaration, à dire. Donc là, vous voyez, par exemple, ça sera dans dist. Donc si je compile ici, vous allez voir qu'il va me créer par contre un dist ici. Hop, map string, map lib compiler to ES 2015 or later. Bah, sauf que c'est bien rigolo, mais j'ai mis un TS config. C'est pas grave, je vais lui dire que... hop, ah oui. Non, je te laisse pas de côté, dis pas de bêtises. Ah oui, du coup, j'ai plus besoin de lui préciser ça. Hop, voilà, TSC. Alors, est-ce que tu me prends bien en charge? Bon, voilà, mon dist, il me l'a pris là. Hop, donc là, vous voyez mon index.js. Il est bien là. Donc cette fois, il faut juste aller changer. Donc c'est plus dans SRC, c'est dans mon dist index.js. Je peux virer celui qui est là. Ce qui est une bonne chose. Il est aussi méchant que Vincent. Presque. On peut pas tous égaler Vincent. Donc du coup, on va tous aller là. Et on voit bien ici du coup que mon script s'est exécuté, mais que j'ai une petite erreur. Export is not defined at index.js. Est-ce que j'ai écrit une bêtise? Ma foi, probablement. Il a pas l'air de vouloir me laisser faire ce que je veux. Alors bougez pas. On va reprendre un petit peu ma... Ah oui, c'est vrai que j'avais une config avec Webpack ici. Bah, vous savez quoi? C'est le moment de... C'est le moment de la copier, hein, bêtement et méchamment. On va aller chercher Webpack et Webpack CLI, tant pis. Hop. Je vais aller les chercher, c'est pas dramatique. J'aurais préféré éviter, mais ma foi, hein, si il m'oblige à le faire, bah faisons-le. Hein. Hop. Donc ici, je vais rajouter donc dans mes dev dependencies Webpack et Webpack CLI. Je voulais pas faire de cette vidéo de la configuration, mais c'est pas grave. On va prendre ça. Hop. Et du coup, dans mon build, je vais donc rajouter ça, le start. Donc le start que j'ai là, le npm run pack, le npm run build isomap, j'en ai pas besoin parce que ça c'est pour l'autre projet. Donc vous en avez pas besoin pour l'instant. Hop, on va donc dégager ça. Donc là en gros, à chaque fois que je lance npm run start, je lance la compile avec TypeScript, le packing avec le webpack config que je vais donc m'empresser de copier-coller. Donc ça, c'est la config de Webpack qui va donc m'aider à regrouper l'ensemble de mes données, l'ensemble de mes fichiers JS sortis par TSC dans un seul fichier JS. Et enfin, une fois que j'ai ça, hop, regardez, on va juste désactiver cette chose. On va faire un npm run pack. Donc déjà, on va faire un npm i pour installer toutes les dépendances. Ça peut prendre un petit moment. Ça peut prendre un long moment. Ça c'est de la config, hein. C'est le truc le moins intéressant du monde. Hein. Franchement, c'est pour ça que ce genre de truc, je vais commencer à me mettre à Parcel, Vite.js, etc. On m'en a dit que du bien au boulot, et c'est vrai que de ce que j'en vois, ça a l'air de sauver la vie à des gens comme moi qui ont la flemme d'appréhender toutes les configs différentes à chaque fois. Je déteste la config. C'est un truc que je trouve que on y perd toujours beaucoup de temps. C'est jamais des choses sur lesquelles à moins d'aimer le DevOps, si tu aimes le DevOps, tant mieux pour toi. J'ai envie de te dire, la config c'est génial. Mais en ce qui me concerne, la config me prend plus sur la tête qu'autre chose. Bon allez, Coco là, hop. Normalement je les ai déjà téléchargés tes paquets, tu devrais les chercher depuis le disque. Hein. Tu devrais pas me les redl à chaque fois. Hein. Ah mais Chokidar, j'ai dû l'installer 72 000 fois sur tous mes dépôts, il est là, Chokidar. Allez, vas-y, go. Donc comme vous pouvez le voir, hein, parfois bah, ça prend du temps. Ce qui me donne l'occasion de boire un petit peu le café. D'ailleurs, on y pense. Elle est stylée, hein. C'est une tasse Uncharted. Qui est une super licence de jeu vidéo d'ailleurs.
Ok, donc maintenant on va pouvoir refaire un npm run start. Donc normalement ça va me le packer, etc. Hop. Voilà, ça m'a tout packé dans un main.js. Voilà, et là c'est en JavaScript à papa que ça sort. Donc je ne me prends pas la tête. Ok, donc je vais pouvoir, dans mon package.json, remettre un HTTP serveur de mon répertoire courant. C'est parti. Et là ça va fonctionner. Et donc on va pouvoir revenir à ce qui nous intéresse, à savoir comment on se sert de Barista. Ok, j'ai donc affiché mon logo. Mon logo, mon joli logo, je l'ai affiché avec 400 pixels de côté, je l'ai affiché à 100 pixels du bord, enfin bref, normalement vous devriez pouvoir avoir tout ça. On n'oublie pas le fait que j'ai ajouté au body un canvas de 1280 par 768 programmatiquement parlant, donc du coup c'est avec notre ami Barista que j'ai fait ça, hein, donc on ne l'oublie pas, il est bien là. Physiquement il est là, mais on n'en voit qu'une petite partie parce que le fond par défaut est transparent et que j'ai juste mis ce logo sur la partie donc, qui nous intéresse. Donc ça, c'était comment on se sert d'un display object de base avec Barista. Il y a des problèmes de code de mon côté? Ah, vous m'entendez plus? Allô, allô? Attends, je vais aller sur le... Tu dis qu'il y a des problèmes de code de mon côté, Chaton? Oui. Tu dis qu'il y a des problèmes de code de mon côté? Alors, je disais qu'il y avait des problèmes de code parce que... oui, pendant un moment, ça laguait un peu. C'est pas impossible, hein. Peut-être que la box elle a fluctué. Donc on va garder Chaton comme copilote pendant notre live. Qu'est-ce que t'en penses, Chaton? Oui, pourquoi pas. T'as pas l'air motivé. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Si, c'est juste que je regarde, que je vois qu'il y a une différence au niveau des... Au niveau des... Au niveau des reçus. J'ai le reçu... Merde. Vidéo. Ah. Et j'ai le... Au niveau du live, donc... C'est pas impossible que pendant que j'ai téléchargé les paquets, ça ait un petit peu freeze, en effet. Hein. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que pour éviter de te perturber, je vais couper le vocal ici. Ah, il y a eu un chargement quand j'ai lancé la compile. C'est pas impossible, ouais. Ok, d'accord. Mais c'est normal, c'est normal. Parce que j'ai dû télécharger les paquets, et donc du coup, la box, elle a un petit peu fluctué. C'est pas bien méchant, je pense que ça devrait pas trop... Il faut arrêter de DL des packages, ouais. Il faut arrêter de DL des packages, ouais, bah oui, je vais essayer. Non, mais ce que j'aimerais, c'est avoir la fibre un jour. Donc, si vous voulez avoir des lives de qualité de votre streamer préféré, qui n'est pas moi, j'imagine, mais si vous voulez avoir des lives de qualité, dites à Orange de venir installer la fibre dans mon quartier à la loupe. Ça serait génial. Bon, du coup, Chaton, je me mets en mute sur le Discord pour éviter de te perturber en ayant un double retour, d'accord? Si jamais tu as Ok. Si jamais de nouveau un problème, tu gueules, ok? Ok. Et d'ailleurs, pour tous les autres, si vous voulez venir sur le Discord, hein, venez donc. Et si vous avez des questions, toi aussi, Chaton, pouvez les poser en live, hein, comme ça, moi, je vous entends, et puis, on peut poursuivre. Allez, go. On y retourne. Donc, on a notre display object, et on peut en avoir plein d'autres. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer plein de petits logos. Alors, c'est là que c'est intéressant. On va faire un test de performance. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer dans un premier temps for... Oh non, pas ça. Pas ces tests. Pourquoi? Tu te rappelles que tu m'en as parlé hier. Mais oui, on va faire un test de performance, c'est très bien les tests de performance. Regarde, on a juste à faire en sorte... Donc là, le stage, on va le créer une seule fois, on n'a pas besoin d'en faire 30 000. Et donc ici, ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer 1000 logos, que l'on va faire en sorte d'ajouter à des coordonnées. Donc on va les mettre un peu n'importe où sur la map. Hop. On va les mettre un peu n'importe où sur la map. Et une fois que ça c'est fait,
une fois que ça c'est fait, donc on va leur mettre peut-être une taille un peu plus petite pour bien comprendre. Donc on va les mettre en 20 par 20. Alors ici on ne va créer qu'une seule texture et on va la assigner à chaque fois parce que créer 1000 fois la même texture, bah ça ne sert à rien en fait. Le lien du Discord, si Chaton peut s'en occuper, Chaton, je compte sur toi pour... C'est peut-être un peu petit. Ouais. Ben, c'est peut-être un peu petit, bon on va le voir, on va le voir après. Mais là, pour l'instant, on va créer donc une texture. Le lien du Discord, bougez pas, on va faire, on va inviter des gens. Hop, copier, c'est pas. Non mais je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Hop, c'est bon. Donc du coup, je disais, donc ici logo.texture est égal donc à ma. Bah, j'allais le mettre, Guy. C'est égal à ma texture. Pas assez rapide, chaton. Donc voilà, on a créé donc 1000 logos qui partagent donc la même parce texture. que j'ai 10 secondes de différence avec ce que tu dis et ce que tu reçois, toi. Eh ouais, too bad. Donc ici, on a un stage.extreme. Donc là, on va en créer 1000 et on va donc les afficher. Alors, on y retourne. Alors, pour ça, il va peut-être falloir... Alors, pourquoi je n'en vois qu'un seul? Bougez pas. On va mettre le truc. On va donc... Mais c'est là où c'est intéressant. Je vais également vous montrer comment on débug vraiment un script proprement. Hop. Donc là, ici... Ah, pourquoi le point map est pas pris? Ah bah oui, non, c'est normal. C'est parce que je le package vers un index. Donc c'est normal. Donc c'est pas grave. Par contre, là, ici, vous voyez, il est au même endroit. Donc ici, c'est mat.rand. Mat.random, vous voyez ici, hop, je n'ai pas eu le droit d'avoir quelque chose de bien. Mat.random. Ah mais oui, non mais c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est parce que je n'ai pas fait un stage.update. Ou alors on va pas le faire tel quel. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire en sorte, cette fois, d'afficher 60 images par seconde. Donc on y va. On va se créer une fonction render, ou plutôt juste loop, que l'on va nommer donc loop, qui aura donc pour effet juste de se rendre 60 fois par seconde. Donc pour ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un stage next frame. Donc ici, le stage, ce que l'on va faire, c'est que pour s'éviter d'avoir à gérer ça autrement, le stage, on se l'accorde, on le met comme constante globale. Et donc ici, on va faire un stage next frame. Et donc à chaque fois que notre navigateur est prêt à re-rendre une nouvelle frame, on va rappeler loop. Et donc, on l'appelle au moins une fois. Ok, donc, on n'a plus qu'à relancer le truc. C'est parti. D'accord, donc il me les met tous aux mêmes endroits. C'est parce que je suis un peu bête, regardez, je l'ai créé, j'en ai créé qu'un seul. Je veux en créer plein, moi, à chaque fois. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure que je l'avais au même endroit. Parce que je suis stupide. Ça arrive au meilleur. On fait tous des bêtises. Voilà, donc là, je crée un logo à chaque tour de boucle. J'en ai plein. Donc là, vous voyez, il y en a plein. Par contre, je n'ai aucune idée du FPS réel que j'ai là. J'ai la possibilité d'utiliser l'outil intégré à Chrome. Mais si je ne le connais pas, je l'ai dans l'os. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer un outil qui est intégré à Barista et qui me permet donc d'afficher les FPS. Donc, on va donc l'ajouter ici. Donc const stats est égal donc à un nouvel objet qui est dans Barista et qui est donc les stats. C'est aussi un objet d'affichage. Je vais le mettre à 0,0 à 0,0. Je vais lui donner une largeur de 300, une hauteur de... Allez, on va dire une hauteur de 50. Ça va afficher donc du texte. Et je vais donc l'ajouter en tant qu'objet à afficher dans ma scène. Je recompile. Au passage, je vais en profiter pour mettre un fond sombre sur notre truc, parce que franchement, ça casse un petit peu les yeux. De se retrouver donc body, on va mettre un background color, on va mettre un 1 1 1 1 1 1. Voilà, moi ça me convient quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc du coup, pourquoi il ne m'affiche pas mes
stats. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Est-ce que j'aurais oublié un truc pour les stats? Aurais-je cassé mes stats la dernière fois? Pourtant les tests me disent que tout va bien avec mes stats. Revérifions un petit peu comment j'utilise moi-même mon propre truc. Parce que là, je suis peut-être un petit peu bête. Barista Example, Game Example. Les stats, c'est quoi exactement? C'est un objet d'affichage qui permet d'afficher le nombre de frames par seconde. Alors, ISO. Alors attendez, bougez pas parce que je l'ai utilisé là, mes stats. Ah, de stats, set stage. Et voilà, vous voyez, j'ai oublié de lui mettre un set stage, de l'attacher au stage et de le démarrer. Vous voyez, c'est moi-même, j'oublie mes propres trucs. Hop. Elle est jamais appelée. Elle n'est pas appelée. Hop, donc ici, stat, set stage et start, et stat pour start. Voilà. En fait, on doit lui attacher un stage à monitorer, et on doit donc démarrer le monitoring. Voilà. Vous voyez, même moi, j'oublie mes propres trucs parfois. C'est aussi pour ça qu'il faut maintenant faire de la documentation sur le projet, parce que même si on est à l'origine du truc, parfois on oublie des trucs. Et là, j'ai oublié, donc il n'y a rien du tout qui marche. Pourquoi? Va savoir. Donc mes stats, bizarrement, je ne les ai plus. Ce qui est particulier, parce que ce machin-là fonctionne. Ai-je oublié quelque chose? J'ai oublié un truc, j'aimerais bien savoir quoi. Je vais réutiliser exactement le même code que celui que j'ai mis dans mon code d'exemple. Parce que pourquoi pas? Parce que depuis tout à l'heure je l'exploite, mais stage. Bah ouais, non, pourtant il est bien là, je suis pas fou. Start set stage, je suis pas fou, je devrais pouvoir l'utiliser. Create stats. Et sinon, bah après j'irai faire un tour dans mon propre code source pour vérifier pourquoi ça ne marche pas. Mais je dois bien vous avouer que là je suis un petit peu perplexe. Hop, voilà. Il a une taille par défaut normalement, notre ami le stat, hein, donc j'ai pas forcément besoin de lui préciser. Mais alors pourquoi ça refuserait de travailler? Alors attendez, j'ai un... Hop. Ok. Ah bah non, il était là, oui, c'est vrai que je lui avais mis un timer. Voilà. Ok. Je lui ai mis un petit timer avant de travailler. Ok, donc là, vous voyez, je suis à 63 FPS et je lui dis de n'intervenir qu'au bout de 60 frames à chaque fois. Ok. Il se met à jour qu'une fois toutes les secondes, ce qui est largement suffisant. Donc on se balade entre 59 et 63 FPS. Mais là, c'est avec le mode de rendu classique. Donc là, j'ai 1000 objets. C'est déjà pas mal, hein, 1000 objets. Mais c'est pas suffisant. Admettons que j'en mette 2000. 2000 et je relance. « 2000 objets. Ah. Oui. Blackbird? Oui. Oui. Attends. Oui, j'ai oublié de noter les autres. Je pense que je vais te mettre que je vais couper le son de la vidéo. Oui. Oui. Et comme ça, ce sera mieux que tu te mettes en vocal sur Discord. Ok, d'accord. Donc voilà. Ok, pas de souci. Donc du coup, je disais, donc là, vous voyez, on est donc à 2000 objets cette fois. Je vais en mettre cette fois 5000. On va augmenter au fur et à mesure. On va augmenter afin de pouvoir faire en sorte d'avoir de plus en plus d'objets et voir jusqu'où on peut heurter les limites de notre FPS. Donc là, il y en a beaucoup plus. Hein. Là, vous voyez, je tombe à 38 FPS avec seulement 5000 objets. Vous allez me dire, 5000 objets, c'est déjà pas mal. On peut afficher pas mal de choses avec. Alors oui, c'est vrai. Mais 5000 objets, ça peut vite devenir limitant, surtout que normalement dans un jeu vidéo, il n'y a pas que les objets à rendre. Il y a la boucle de jeu, donc l'intelligence, tout ce qui est code à côté, bref. On ne peut pas consacrer toutes les ressources juste simplement au rendu. Donc ça, c'est parce que de base, Barista fonctionne avec le mode de rendu le plus, supporté à travers tous les devices, qui est le mode Canvas 2D. Mais...
mode de rendu le plus commun en fait. C'est le mode de rendu le plus commun, le mieux supporté par tous les devices. Mais aujourd'hui, les devices sont modernes et la plupart, l'immense majorité, supportent le nouveau mode de rendu qui est WebGL. Donc pour ça, on va redéfinir le renderer de notre stage. Et on va lui dire New Renderer et on va lui implémenter donc le WebGL Renderer. Hop, le WebGL 2D Renderer qui est là et qui fait partie donc de Barista. En lui donnant un nouveau renderer, Barista va déléguer donc tout le rendu de tous ces objets à ce renderer là, comme son nom l'indique. Et donc du coup, vous allez voir qu'on peut largement augmenter le nombre d'objets sans même rencontrer le moindre ralentissement. Alors, le moindre ralentissement, alors attendez, parce que là, ici, hop, il faut le mettre avant de redéfinir la taille du canvas. Parce que, en fait, c'est le renderer qui crée son propre canvas et qui, par le biais de getCanvas, en fait, le redonne donc à celui qui le demande. Donc en fait, quand on fait un stage.getCanvas, c'est pas le canvas qui appartient à l'objet stage qui est retourné, c'est le canvas de l'objet renderer de type e-renderer sous-jacent qui est intégré donc au stage. Et là voilà, on a notre scène de rendu. Et comme vous pouvez le voir, cette scène de rendu à 5000 objets, elle bronche pas d'un iota. Et d'ailleurs, on va même lui en mettre 10 fois plus, histoire de voir ce qu'elle a dans le bide. 50 000 objets rendus au... 50 000 objets rendus. Hop. Ça bronche pas non plus. Et d'ailleurs, ce qu'on pourrait... Pas dans les millions. Alors, on va pas pouvoir atteindre le million, pas avec ma carte graphique. Parce que là, ça dépend directement de la puissance de ma carte graphique. Et donc, du coup, par contre, ce que l'on va pouvoir faire, c'est atteindre les 200 000. Pouvoir atteindre les 200 000. Hop, dans les 200 000, on tombe à 20 FPS, ce qui est un petit peu tendu. Mais si on arrive donc dans les 100 000, vous allez voir, c'est pas dégueulasse. Déjà, 100 000 objets, hein, c'est pas dégueu à lancer, hein, franchement. Hop. Vous voyez, à 100 000 objets, on est à 38-40 frames. Bon, là, en fait, le truc, c'est qu'il faut aussi tenir compte que... normalement, j'atteins les 60 frames avec seulement 100 000 objets. Mais là, il faut tenir compte du fait que ma carte graphique encode également la vidéo pour vous, pour le stream. Donc, du coup, elle est déjà en train de bosser à côté. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, on est quand même pas mal en termes de processeur. Ma carte graphique bosse entre 10 et 40% suivant le moment où je la sollicite. Alors par contre, comme vous le voyez, c'est du WebGL. Donc quand le focus n'est plus sur la page web, le rendu est automatiquement arrêté. Donc là, vous voyez, je suis retombé à 9%. Mais si je reviens ici et qu'elle est de nouveau visible, boum, on remonte à 39%. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est pas mal. Bon, ça vient aussi de la conception du moteur qui a été conçu sur les bases de Tomahawk qui faisait en sorte que on ne pouvait pas envoyer plus d'un certain nombre d'objets à la carte graphique avec la norme de WebGL numéro 1. Là, on est sur du WebGL 1.x, on n'est pas sur du WebGL 2. WebGL 2 permet de repousser beaucoup plus loin les performances, et donc on pourrait envisager entre 500 000 et 1 million d'objets en fait. Parce que ça dépend clairement du nombre de draw calls qui sont effectués, et donc du coup... du nombre d'indices que l'on peut envoyer au grand maximum à la carte graphique en une fois. Bon, naturellement, ce sont des discussions très techniques qui mériteraient qu'on s'y attarde, mais un autre jour, là, on a dit qu'on faisait la base. Donc du coup, 100 000 objets, bon, on va se fixer un petit 80 000, histoire de rester dans les 60 FPS, même avec la vidéo qui tourne. Enfin, comme vous pouvez le voir, on multiplie largement les performances par 10 à 20. Donc c'est loin d'être dégueulasse, et c'est donc une grosse montée en perf. Et je vous encourage à utiliser, quand vous le pouvez, le WebGL Canvas 2D Renderer. WebGL 2D Renderer qui est intégré donc à Barista. Ok. Donc on va en remettre seulement 10 parce que j'en ai pas besoin de plus pour la prochaine démonstration. Et du coup, je vais pouvoir augmenter leur taille. Hop. Alors,
si on regarde donc notre application, ici là, on a donc une dizaine d'objets qui sont sur le terrain. On peut les bouger, on peut donc les atteindre individuellement, par exemple en allant chercher tous les enfants du stage, ici, et en allant chercher par exemple le premier, donc à l'indice 0, et on lui dit stage.x, par exemple on va lui appliquer une rotation. C'est une rotation en degrés. Donc ici on va lui mettre une rotation de 45 degrés. Le tout premier objet, on va lui mettre une rotation de 45 degrés. Alors j'imagine déjà que la réponse à la question que je vais te poser va être oui, mais est-ce que tu peux bouger un objet en cliquant dessus? Alors bien sûr que oui, on pourra le voir plus tard. Ça fait partie des contrôles que j'ai ajoutés à Barista. Donc on va voir comment j'ai fait en sorte de désolidariser le contrôle de l'affichage. Le but du jeu, c'est que ça reste de l'affichage Barista, mais j'ai mis quelques petits trucs en plus pour qu'il soit intéressant. Donc stage.getChildren 0.rotation, ici, 45 degrés, on le voit, il tourne à 45 degrés. Le point de rotation de base est le point en haut à gauche. Je n'ai pas encore implémenté la possibilité d'utiliser comme point de rotation un autre point que le point en haut à gauche. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, que je sais faire, qui était intégré à Tomahawk, que je n'ai pas encore intégré ici au sein de Barista, mais ça peut faire l'objet d'une issue et que on l'ouvrira et vous allez voir, c'est pas si compliqué à résoudre. Donc ça peut laisser des choses à faire pour les personnes qui ont rejoint le projet. D'ailleurs, on va regarder un truc. Ah, vous êtes super nombreux ce soir, hein. Dis donc, il y a du monde. Oui. Donc du coup... Effectivement, plus que d'hab. Oui, plus que d'hab, ouais. Donc ici, on a donc notre objet qui a rotation 45, et on peut tous les atteindre de façon individuelle, mais admettons que je veuille tous leur appliquer la même rotation. Possible, hein. Eh ben, c'est pas bien compliqué. Il me suffit, en fait, d'appliquer une rotation à l'objet qui les contient. Et c'est là où on va commencer à parler de Display Object Container. Notre objet Stage, quoique un peu spécial, est avant tout un objet de type Display Object Container. Donc on va en créer un. On va en créer un, et plus tard on verra qu'on aurait pu manipuler directement le Stage, mais le mieux c'est encore de ne pas manipuler directement le Stage, sauf pour des cas particuliers. Mais en règle générale, le Stage il bouge pas. C'est la scène, elle ne bouge pas. Donc ici on va se créer un container. New Display Object Container. Et c'est ce container qui va contenir tous les logos. Et ce container, on va donc l'ajouter au stage. Hop, on l'ajoute avant le stat, comme ça il sera dessiné avant. Donc le stat passera par-dessus. Ok, c'est parti. Donc là, on voit pas la différence, hein. Sauf que si je fais en sorte d'appliquer, donc ici, on va donc aller chercher l'objet numéro 0 de notre stage à chaque tour de boucle. Donc on va le faire ici. Donc on va faire const container est égal à stage.getChildren 0. Et on va faire un container rotation plus plus à chaque fois qu'on dessine une frame. Dans ce cas-là, t'as pas besoin de créer un container. Non, je sais, mais c'est juste pour que ce soit visuel. Voilà. Je déteste créer des variables juste pour une modification. Ah, mais on est sur, on est avant tout sur un stream tuto. Donc là, vous voyez, boum, on tourne. Donc là, il va faire ses 360 degrés, il arrive, et on... Vous voyez un petit peu. Donc là, ce que vous voyez... Hein, bon, ça ralentit un peu pendant un moment. Ça ralentit un peu pendant un moment. Ah bon? Bah, c'est pas impossible. Ouais. Alors là, par contre, comme vous pouvez le voir, il y a par contre des problèmes d'anti-alias. Alors, c'est quelque chose qui peut se customiser à même la balise Canvas et préciser le mode d'anti-aliasing de WebGL. Je ne l'ai pas encore intégré à Barista, donc si vous voulez le mettre en place, le mode d'anti-aliasing choisi, vous pouvez le faire via les fonctions de base qui sont documentées sur MDN, ou ça peut être une nouvelle issue. Choisir le degré d'anti-alias du stage. C'est au choix. Donc là, ici, vous voyez, on peut donc appliquer
des transformations groupées à des éléments, en fait, juste en les mettant à l'intérieur d'un conteneur et en faisant en sorte d'appliquer les modifications à ce conteneur. Les modifications, donc, les éléments qui restent à l'intérieur, en fait, ne sont pas vraiment modifiés. C'est juste leur conteneur qui l'est, donc du coup, par répercussion, au moment du rendu, les transformations des parents, de l'ensemble des parents, sont appliquées à tous les enfants. On a également la possibilité d'appliquer en fait un changement, par exemple, sur l'opacité. Alors, l'opacité, par exemple, admettons que je veuille faire en sorte que mes objets donc, apparaissent au fur et à mesure. Donc là, je vais mettre mon container, l'opacité de mon container, je vais la mettre à 0, par exemple. Donc, l'objet sera... Ça fait quoi déjà l'opacité lorsque tu la mets au-dessus de 100? Au-dessus de 100, ça fera rien du tout. L'opacité, elle est entre 0 et 1, ici. Elle est entre 0 et 1, 1 étant le maximum, 0 étant le minimum. Donc là, ici, hop, ils apparaissent tous au fur et à mesure. Et bien entendu, ils pourraient disparaître de la même façon si on faisait en sorte d'appliquer ça. Alors, mon opacité ici, vous voyez, si je la mets au-dessus, c'est parce que, tiens, vous voyez, c'est un truc que j'ai pas testé, j'aurais pu le faire. Elle n'est pas capée. Et donc, du coup, à l'intérieur, donc ça, c'est une issue qu'il va falloir mettre. Donc, je vais l'ajouter de suite. Fixe opacity supérieure à 1. Donc, the opacity should not be above of 1 because it makes a glitch with the default 2D shader. Hop. Utiliser les terneurs pour ça. Oui, bien sûr, pour ça on peut faire ça. Mais comme c'est pas un cas que j'ai mis dans les cas de test, fatalement, je n'ai pas été assez comment dire... productif. Non, assez prévoyant. Non, assez prévoyant, et donc du coup, je me suis laissé avoir là-dessus. Parce que ce bug-là ne marche pas avec Canvas 2D. Regardez, si on enlève le passage à WebGL... Vous allez voir que par défaut dans l'API Canvas 2D, cela ne pose aucun problème. Mais avec du WebGL, il faut absolument faire attention à tout, parce que c'est vous qui décidez de chaque couleur, de chaque pixel qui est à l'écran. Alors, hop, tu vas revenir là. Et là, vous voyez, il n'y a pas de problème. Ça commence quand même à devenir un peu trop blanc. Ici, là? Non, c'est uniquement parce que contrairement au WebGL Canvas 2D, je n'ai pas mis... il y a un mode... il y a un background noir par défaut sur le rendu WebGL que je n'ai pas d'ailleurs mis dans les issues, mais il faudrait juste mettre un rendu par défaut, un background color par défaut avec le WebGL de Renderer de 0 en alpha, ce qui est tout à fait possible, c'est juste que je l'avais mis en noir pour m'aider à un moment pour mieux voir les choses. Mais ça fait partie des choses à faire. Donc il reste quelques petites pétouilles à rajouter, à tester, à corriger. Donc ça fait partie des choses qui seront dans les issues. Si vous n'avez pas le temps de les faire, je les ferai moi de mon côté. Mais vous voyez, ça ne change pas la façon de se servir de Barista, c'est juste des petits glitches. Donc on fait attention à ça, et puis du coup, on a besoin, et ça ne changera pas la façon de s'en servir, juste ça corrigera quelques bugs visuels. Ok, donc on a vu les display objects containers. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller faire des animations. Pour ça, on va aller sur itch.io. Itch.io, ce sont des sprite sheets. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire donc game assets. Hop, on va aller chercher du coup des tile sets. Alors, des tile sets pour des personnages. J'aimerais bien qu'on trouve des animations de personnages. Hop. Caractère. Tiens, voilà, on va aller en trouver. Alors, ce serait bien de trouver un truc un peu joli, parce que bon, voilà le rendu, quoi, sinon. Character Night 2D, est-ce que c'est une sprite sheet? C'est une sprite sheet. Elle est très bien. Ou alors, à la limite, on peut prendre... Attendez. RPG Maker 2D, Explosion. Je crois bien que je l'avais utilisé à une époque. RPG Maker, Explosion, Sprite Sheet.
Je crois que je l'avais utilisé pour Barista, justement. Oui, voilà. Enfin, pour Tomahawk. Ok, parfait. Donc ici, est-ce qu'elle est transparente? Non, elle l'est. Elle l'est. On va l'enregistrer et on va la jouer. Donc ici, on va mettre Barista Example, Assets, et on va donc enregistrer notre explosion. Alors, notre explosion, donc naturellement notre fichier n'est pas livré avec un fichier de mapping, comme celui que je vous ai montré la semaine dernière, qui indique donc les zones pour chacune des frames. Donc il va falloir qu'on comprenne comment ils l'ont fait, mais ça vous allez voir, c'est relativement simple. Ici on a donc les tailles, 960 par 576 de hauteur. Il suffit maintenant d'ouvrir notre fichier et de compter. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça nous fait 976 divisé par 5. On y va. 976 divisé par 5 qui nous font 195,2. Donc ça nous ferait en vérité 195. Donc on va compter à 195. Mais j'ai l'impression que ça démarre... Oui, voilà. On va compter 195. Et on a dit que... Alors attendez. C'était 960 par 576. Je me suis trompé. Donc c'était 960 divisé par 5. Ce qui nous fait 192. 192 de largeur. 576 divisé par 3. Parce qu'il y a 3... Donc 192 par 192. Donc vous voyez, c'est assez simple. On va aller charger cette image et construire toutes les frames qui nous intéressent. Donc ici, on le rajoute à notre manager. Donc asset explosion.png. Ici, on va la nommer, on va lui donner un alias aussi. Donc toutes les explosions du monde sont sponsorisées par Michael Bay. Chacun le sait. Donc on va le nommer compte expl image. Ce serait mieux si tu rajoutes derrière explosion. Explosion. Et on va donc aller chercher get Michael Bay. Donc on va donc créer des explosions. Donc on va créer un objet de texture par explosion. Mais pour ça on a besoin d'une seule image data. Cette image data, c'est donc notre image qui va être partagée entre plein de sous-textures. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple qu'on ne le pense de faire ça. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une texture d'explosion. Une seule texture d'explosion avec une seule image data. Const explosion texture est égal à new texture. Donc ici, on va la nommer explosion underscore texture et new texture data de expl image. Et donc ici, on lui met donc 0, 0, explimage.width, explimage.height. Et ce que l'on va faire, c'est qu'au lieu de créer, donc on va virer display object container, la boucle, etc. Nous, on va juste ajouter un seul truc. Ça sera donc, hop, tout ça, je vais l'enlever. Vu qu'on veut une animation, on va garder notre fichier au plus simple. Et donc, du coup, ici, on va donc créer un const, notre explosion, c'est notre display object, mais en vérité, un display object tout seul ne peut pas afficher d'animation. Pour ça, il y a un objet qui a été créé de base. Alors, attention, le animation, c'est déjà quelque chose qui existe ailleurs. Donc, du coup, il faut l'importer explicitement là-haut. Il y a une classe animation dans TinySpark Mochaccino, donc importer celle-là. Donc, new animation. Et ici, du coup, explosion. Point. On va lui donner une frame texture. Hop, frame index, donc 0. Et on va donc lui donner la explosion texture. On dit que l'explosion.width est égal, on va mettre 192, parce que pourquoi pas. Et height 192. Et enfin, on l'ajoute juste avant. Dans ce cas, tu peux pas mettre explosion white égale explosion 8 qui est égal à 192? Si, on peut le faire, mais encore une fois, c'est pour un tuto. Donc je fais vraiment les choses bien découpées. Voilà. Et donc du coup... Il faut compacter le code, c'est bien connu quand tu es développeur. Ça ne sert à rien de compacter le code. Vraiment.
Ça sert à la limite quand tu as vraiment un espace limité pour un programme compilé et pour stocker un espace limité de stockage pour ton code qui est compilé à la sortie. Et encore, les compilos le font eux-mêmes normalement. Ça ne sert vraiment à rien d'autre que ça. Un code optimisé, c'est pas un code qui est court. Un code optimisé un code optimisé, c'est avant tout un code optimisé en termes de performance et de simplicité. Ce qui n'a rien à voir avec le nombre de lignes de code. Peut-être que je ferai un live là-dessus d'ailleurs, parce que faire des one-line, c'est rigolo, hein, ça offre un défi et tout, mais en vérité, le one-line, il ne faut pas viser le one-line code pour le one-line code. Ça rend le code inintelligible. Et rendre le code inintelligible, c'est stupide parce que tu travailles jamais tout seul. Donc du coup, vraiment, il faut s'enlever ça de la tête. Il faut s'enlever ça de la tête. C'est pas rigolo, en fait. Ah ouais, après, je le fais généralement parce que quand j'ai trop de fichiers. Quand t'as trop de fichiers Quand t'as trop de fichiers et trop de lignes sur les fichiers. Alors, là, comme vous pouvez le voir, désolé, chaton, du coup, je reprends. Donc là, comme vous pouvez le voir, explosion.width, explosion.height, il n'y a rien qui se passe. Et c'est normal. Parce qu'il faut lui dire qu'une animation, bah, les gars et les filles, hein, ça se joue. Pour les gens qui n'ont pas la fibre, c'est pas 4 caractères en plus qui vont... Enfin, il faudrait que je vous montre combien pèse Barista en lui-même. Barista, le nombre de lignes de code, ça se compte en kilo-octets. Ça se compte en kilo-octets, vraiment. Ce qui pèse lourd la plupart du temps, c'est les vidéos, les images, les sons et tout le reste. Hein. C'est pas les lignes de code qui pèsent lourd. Les lignes de code, c'est vraiment pas le plus lourd. Hein. Un caractère égale au maximum 4 octets. Hein. Donc, mais des octets, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est léger. Hein. Un kilo-octet, c'est déjà 1000 caractères dans ton code. Oui. Et donc là, du coup, ce fichier-là, index.ts, regardez. On va faire un petit aparté, hein. Index.ts, combien pèse-t-il vraiment? Sa taille réelle, 1,54 kilooctets. C'est rien. Vraiment rien. Ah, c'était du troll. Désolé Nico, j'avais pas compris. Mais c'est le problème du texte. Hein. C'est le problème du texte. On peut pas vraiment savoir. Donc du coup, je disais, ouais. Alors, on y va, on y retourne. Donc là, l'animation se joue, mais il y a un problème. Comme vous pouvez le voir, je lui ai dit que... déjà, je lui ai fixé une seule frame pour une seule texture. Et là, le problème, c'est que je lui ai donné toute l'image. Je lui ai donné la texture qui contient absolument toutes les frames. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va le faire intelligemment. Et il se trouve qu'il existe une fonction intégrée à l'objet texture qui permet de créer une sous-texture à partir de la texture en cours. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va les créer à la main, pas forcément obligé de les créer dans une boucle, on va les créer à la main pour que vous compreniez bien comment ça marche. Donc ici, on va prendre la texture d'explosion, explosion texture, donc, pardon, ça c'est 0, explosion texture, .create subtexture. On va lui donner donc un ID, donc exp 0, et on va lui préciser donc, comme pour tout à l'heure, la portion de l'image à dessiner. Les coordonnées là, de la... tu crées une sous-texture à partir d'une texture. Tout à fait. Tu vas te baser sur des index de l'image que tu obtiens de la texture parente. Tout à fait. Donc là, ici, je démarre au coin ou à gauche, donc 0, 0, et j'obtiens donc 192, 192. Ça, c'est ma première texture. Si je voulais mettre ma deuxième texture, donc cette frame texture 1, donc 1, donc ici, je démarre par exemple à 192 sur l'axe des X, et j'en ai 5 à mettre sur la première ligne. Donc ici, je vais tous les 192. Ça avec comment dire, avec une boucle. Bien sûr, je vais faire ça avec une boucle normalement. Mais là, comme je l'ai dit, je le fais à la main pour que tout le monde comprenne bien. Donc ici, c'est 192 x 2. Boum, 192. T'as oublié de mettre 2 à la 7 frame texture. Alors, oui, je vais le faire. Mais alors, attends. Là, on va mettre 192 x 0, 192 x 1. Comme ça, vous comprenez bien. Hop, hop. Et là, du coup, ici, je vais mettre donc 2, 3, 4. On a donc mis 4 frames à notre explosion et on va donc jouer l'animation en elle-même. T'as pas mis le 4 au dernier. J'ai pas mis le 4 au dernier? Il est là?
Il est là, hein. 192. Ah oui, 3 t'as mis. bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Je fais bien de revoir tes erreurs, hein, tout de même. Ah bah oui, oui, tout à fait. Non mais regardez-le. Donc là, vous voyez, le problème, c'est que mon animation, vous la voyez pas parce qu'elle est beaucoup trop rapide à l'heure actuelle. Vous la voyez à peine, et j'imagine qu'avec le décalage de rendu sur le live, vous la voyez pas bien. Donc fort heureusement, il est possible en fait de définir des frame textures à des indices qui sont éloignés avec des plus grands pas. Par exemple, 10, 20, 30 et 40, pour que l'animation soit 10 fois plus longue. Et l'objet animation de Barista est assez intelligent pour combler les vides. Hop, voyez? Là, vous devez l'avoir. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte donc d'ajouter les 3 autres lignes ici. Donc, on va ajouter donc les lignes en question. Alors, on a dit que ici, donc la ligne qui est là, donc là, ici, c'était 192 à chaque fois. 192, 192. Donc là, je le fais encore à la main, hein, parce que bah, c'est pas bien grave, c'est pour vous montrer comment ça se passe. Mais en vérité, normalement, on est censé le faire, avec une boucle, tout ça. Donc là, ici, c'est 192 x 2. Hop. Et comme ça, on a toutes les frames de notre animation. Donc là, ici, c'est plus 0, 10, 20. Donc là, c'est 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 et 140. On recompile. Et on va avoir toute notre animation. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est ralentie artificiellement par le pas qu'il y a là. Donc, ce qu'on pourrait faire, hein, c'est la rendre quand même beaucoup plus rapide. Hein. C'est faire en sorte de faire un 5, 10, 20, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 et 70. Elle ira donc 2 fois plus vite. Vous pouvez donc facilement définir en fait les frames à ce moment-là. Et hop, voyez. Alors, vous allez me dire, jouer une animation c'est cool, mais pourquoi est-ce qu'elle pourrait pas être rejouée? Eh bien, c'est tout à fait possible. Parce que il suffit de lui préciser que elle doit boucler avec explosion.loop. Explosion.loop permet, comme son nom l'indique, de faire une boucle de rendu pour l'explosion. Pas pour une animation. Hop, poum. Et elle se joue en fait systématiquement, comme ça, poum, tout le temps. J'imagine que tu aurais un problème si tu mettrais explosion.loop true après le play. Non. Ça le ferait pas en boucle? Non, non, aucun problème. Aucun problème. Aucun problème, ça fonctionnerait aussi. Boum. Effectivement. Voilà. Autant pour moi. Non, non, mis à part le petit glitch de tout à l'heure, avec l'opacité, je crois que honnêtement, la lib est plutôt verrouillée de tous les côtés. Hein. Donc vraiment, là, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Les yeux fermés. Et le petit glitch sera corrigé là dans la soirée après le live, je pense. Donc du coup, Create Subtexture. Donc le Create Subtexture ici permet donc de créer des sous-textures à partir de ma texture principale et donc automatiquement de partager le texture data qui est là. Ça ne sert à rien de créer des textures, plein de textures différentes qui partagent des textures data, de recréer plein de textures data différentes pour la même source. Si vous faites ça, vous allez surcharger votre carte graphique. Et donc du coup, vous aurez des performances beaucoup moindres en fait. Les textures data en fait sont des ressources de type visuel que l'on peut partager entre les textures qui définissent des zones de ces ressources visuelles à décider. D'accord ? Donc du coup... J'ai pas trop compris pour la même source, comment ça? En fait, la source ici c'est l'image.
Ici, j'ai une seule image, qui est notre image d'explosion, qui représente donc une texture data, et plein d'objets de type texture qui se chargent de définir des zones de cette image à dessiner. Elles doivent donc partager la même texture data. Si j'avais recréé une nouvelle texture data à chaque fois, j'aurais envoyé plein d'instances de la même image, identique, à ma carte graphique. Ce qui aurait été inutile parce qu'elle en a besoin que d'une seule. Une seule source. Pas besoin de 20 fois la même source. De base, je pensais que quand tu disais source, c'était la variable. Non, c'est une source graphique. C'est pas normal. C'est une source graphique. Mais oui, ça paraît un peu évident du premier abord, oui. Au lieu de penser ça en termes de source, pense ça plutôt en termes de ressources, si ça t'aide à penser au truc. Oui, c'est un peu mieux quand tu emploies. Voilà. Ça. Ok. Donc, est-ce que dans le chat ou ailleurs, vous pouvez, si vous voulez, venir dans le chat général, poser des questions, c'est fait pour ça. C'est une obligation. C'est pas forcément une obligation, alors, non. Vous donne les coups. C'est pas forcément une obligation, mais en gros, ça c'était donc les bases de Barista. Donc tout mettre dans le stage, les containers, etc. Pouvoir faire en sorte de manipuler donc des largeurs, des hauteurs, des positions. Il y a également d'autres choses que vous pouvez manipuler également. Bougez pas, on va manipuler également les échelles. Alors avec Scale X, par exemple, on va mettre à 2. Hop, je vais juste déformer l'échelle sur l'axe des X, mais il y a également la même sur l'axe des Y. Donc, hop, vous allez voir, on va déformer le rendu. Hop, voyez. Elle est plus grosse, l'explosion. On a également la possibilité d'ajouter des filtres. Donc là, à l'heure actuelle, dans Barista, il n'y a pas de filtres précodés qui ont été ajoutés au moteur. Ça fait l'objet d'un dépôt à part, mais qui sera fusionné au dépôt global dans la V2. Donc ici, les filtres doivent en fait être des objets qui implémentent l'interface e-filter. Pardon ? Mets la couleur verte. Non mais justement, le truc c'est que là, pour l'instant, dans Barista tel quel, il n'y a pas de filtre précodé. Il y a juste l'interface que vous devez implémenter si vous voulez coder vos propres filtres. J'ai un autre projet à côté que je ne montrerai pas ce soir, où il y a des filtres, et notamment un filtre qui permet de transformer en surface aqueuse absolument tous les display objects. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais comme si ton display object était déformé par de l'eau en fait. La motivation, c'était de recoder la porte des étoiles, la surface de la porte des étoiles de la Stargate en fait, que j'avais faite lors d'un projet. Je connais pas. Pardon ? Je connais pas Stargate. Ah, quel dommage. Il va falloir que tu fasses en sorte de résoudre ce problème tout de suite. Et donc du coup, il y a donc pas mal de choses. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est... Je connais de nom, mais c'est que les grandes lignes, quoi. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc au niveau donc de Barista, il y a encore pas mal de choses à regarder. On va aller rejeter un œil très très rapidement à la lib en elle-même, avant de terminer le live là-dessus, et puis avant de terminer les exemples de code là-dessus, et ensuite je vous ferai donc le topo de ce qui va se passer pour la suite des événements vis-à-vis de Barista. Donc Barista en lui-même, voici donc le projet tel qu'il est sur GitHub, et tel que vous pouvez donc le télécharger. Bonsoir Nabil. Bonsoir Nabil, donc t'as loupé 1h30, faudra la rattraper. T'inquiète pas, elle sera en VOD sur YouTube directement, et elle sera également disponible sur Twitch pendant à peu près une semaine, donc tu auras la possibilité de revoir. Ça va être très utile, sachant que tu as intégré le projet Barista. Donc ici, la lib telle qu'elle est donc sur le dépôt, donc telle que vous pouvez l'utiliser. Donc la lib en elle-même donc, se découpe en plusieurs packages, donc avec le Assets Manager qu'on a utilisé tout à l'heure. Les contrôles, bon je vous les ai pas montrés, mais en gros les contrôles, on peut donc les ajouter donc au stage, c'est-à-dire que là par exemple Mouse Control permet donc d'écouter des événements sur la balise Canvas, et du coup de retransférer donc via les coordonnées de l'événement donc native
faire en sorte de transformer donc les événements natifs en événements à l'intérieur de la balise Canvas, c'est-à-dire dire qu'en gros, est-ce que mes display objects, est-ce que c'est tel ou tel display object qui a été cliqué, sur lequel la souris est passée, mouse down, mouse up, mouse move, etc. Bref, avec cette fonction-là, qui est à l'intérieur de mouse control, vous avez la fonction donc get object under point recursive qui permet de dire pour telle coordonnée, est-ce que je rentre en collision avec tel ou tel display object, et donc pouvoir dire bon ben là j'ai cliqué à tel endroit, c'est tel display object qui a été qui est en interaction avec ces coordonnées là. Ce qui vous permet d'avoir des display objects qui peuvent émettre des événements au même titre que les objets du DOM le font avec du JavaScript classique, avec des événements, enfin des éléments HTML classiques. Les animations, donc les display object container, stage et stats, on les a vus. Donc stage, on ne l'a pas vraiment détaillé, mais en vérité, il y a next frame. Get current frame, on ne l'a pas vu, mais en gros, il permet de dire quelle est la frame courante, hein, c'est juste un nombre. Et enfin, il dispatche lui aussi des événements, donc enter frame et frame end. Donc ça, c'est si vous souhaitez intervenir au tout début de l'entrée de la frame et à la fin de la frame. Parce que oui, tous les display objects implémentent, donc comme je vous l'ai expliqué, la classe donc émetteur, donc à laquelle vous pouvez donc souscrire, mettre un écouteur d'événements, vous désinscrire, observer certains types d'événements, etc. Les filtres, donc là pour l'instant c'est juste une interface, donc vous pouvez sauvegarder donc un rendu, sauvegarder le rendu de base de votre enfant, appliquer le filtre et faire un rollback du filtre, donc c'est-à-dire faire en sorte de l'annuler. Vous avez également faire un retour, enfin pour la save, je dirais plutôt une fonction qui est booléenne. Si jamais il y a une erreur, tu mets false ou quelque chose comme ça. Non, ça tu peux pas avoir d'erreur là-dedans en vérité. Ça sauvegarde parce que il y a une fonction que je vous ai pas montré dans le display object, mais je vais vous la montrer juste après. C'est le snapshot et elle est testée et elle fonctionne. C'est un snapshot. C'est un instantané du display object mais tout seul. On va le voir après. Oui, mais je comptais juste faire un petit jeu de mots. Ah d'accord, un Snapchat. D'accord, oui. Rendering WebGL. Donc ici, vous voyez, ce sont les différents donc renderers. Donc là, c'est le renderer WebGL ici, qui possède donc un shader donc par défaut, un vertex shader et un fragment shader. Donc le WebGL renderer en lui-même, qui donc fonctionnement est assez particulier, mais qui est qui est plutôt classique quand on fait un peu de WebGL, mais qui peut être un peu bizarre quand on n'en a jamais fait. Le WebGL config ici, donc là c'est vraiment ça, je l'ai mis ici comme ça pour qu'on puisse le modifier. C'est-à-dire qu'en fait, tel quel, le moteur peut être, les performances du moteur peuvent être boostées par 5 ou 10 si on part du principe qu'on est en norme WebGL 2. Et le fait d'avoir rendu cette partie-là configurable aide grandement à faire ça. Mais ça, ce sera l'objet d'un live peut-être un peu plus technique ou d'une discussion avec les participants au projet. Si vous voulez créer votre... Oui. Là, on est plutôt sur les bases. Tout à fait, oui. Donc ici, le e-renderer, donc là, c'est l'interface que vous devez implémenter si vous souhaitez créer vous-même votre propre renderer. Par exemple, Barista, vous avez tout à fait la possibilité, si vous voulez, demain, de créer un renderer HTML. Faire en sorte que tout ce que vous voyez là ne soit plus du dessin sur le canvas, mais juste des balises HTML. C'est tout à fait possible. Parce qu'en vérité, la seule partie qui est vraiment dépendante de canvas, c'est la partie renderer. Tout le reste, c'est transverse en fait. Les textures data, les utilitaires de géométrie, les utilitaires donc type isDisplayObjectContainer, il n'y en a qu'un seul pour l'instant. MathUtils, donc getNextPowerOf2, donc ça on y reviendra une autre fois. Ça fait partie des choses qu'il va falloir étendre, mais j'ai déjà une librairie mathématique que je compte intégrer dans la V2 au moteur en lui-même. Et enfin l'index qui importe et qui exporte absolument tout. Voilà, de façon à ce que vous n'ayez pas à vous prendre la tête à connaître les noms des packages quand vous importez les display objects, quand vous importez ce que vous voulez dans Barista. Donc ça c'est la partie lib. Tout ça, ce sont les tests qui permettent de valider que cette lib fonctionne. Donc c'est là-dedans que vous allez aller en priorité lorsque vous participez au projet Barista pour répondre aux issues. Vous allez d'abord aller regarder les tests, voir comment ça fonctionne, faire un npm run test,
Et comme vous pouvez le voir, ça a plutôt bien fonctionné. Ce qui n'empêche pas de ne pas couvrir certains cas de base, hein. On l'a vu tout à l'heure, il y a un petit glitch sur l'opacité que j'ai pas testé, et qui donc du coup me fait dire « Ah zut, j'ai un petit bug là-dessus », c'est pas grave, hein, ça arrive, juste oublier de couvrir ce use case-là, ça peut arriver. Le dist, donc c'est le répertoire qui est généré par la commande npm run build, donc va pas forcément beaucoup vous servir, parce que c'est moi qui pousse les releases de Barista, mais vous pouvez l'utiliser pour créer un projet à côté, faire un npm link vers votre dossier, de sorte à pouvoir l'essayer tel quel, ou alors vous faites... vous le faites ou vous ne le faites pas, mais c'est pas bien grave. Les coverages, les docs, etc., c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Et enfin, tout ce qui est typedoc, tsconfig spec, etc., je pense pas que vous alliez de toute façon l'utiliser, même le modifier lorsque vous êtes sur le projet. On en rediscutera à ce moment-là. Mais pour les utilisateurs, tout ça, c'est pas forcément les trucs les plus intéressants. Vous, ce qui vous intéresse avant tout, c'est ce que l'on a vu ce soir, donc les basiques. Donc Barista, à l'heure actuelle, c'est avant tout donc, un moteur graphique, un moteur de rendu. Et jusqu'à sa version définitive en 1.x.x, comprendre par là toutes les versions 1 qui vont suivre, 1. Quelque chose qui vont suivre, ça restera un moteur de rendu et uniquement un moteur de rendu avec quelques petits utilitaires qui peuvent aider, mais rien de plus. La version 2 de Barista va probablement évoluer vers un framework de création de jeu, comme je l'ai expliqué au début du live, c'est-à-dire que on va mettre en place une structure de développement, c'est-à-dire qu'on va prendre un design pattern architectural, donc du MVC, hein, avec la possibilité donc d'inclure donc un injecteur de dépendance à l'intérieur, et éventuellement des décorateurs pour les services, etc. Bref, un truc très classique que vous manipulez presque tous les jours dans n'importe quel framework. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est tous les projets annexes qui vont aller autour et qui vont se greffer autour de ce framework et de sa façon de coder. Et donc, du coup, ce sont tous les modules supplémentaires, les composants. Donc, par exemple, ajouter un module pour gérer des inventaires, ajouter un module pour gérer du clipping, ajouter un module de pathfinding, ajouter des modules d'IA, ajouter des modules de quête, ajouter, bref, tout ce qui fait que vous pouvez retrouver des choses bien spécifiques sur des jeux en 2D. Et la V3 donc de Barista, comme je l'ai annoncé en début de vidéo, c'est avant tout une anticipation, qui est assez lointaine, parce que bon, la V2 n'est pas encore sortie, et la V2, une fois qu'elle sera lancée, prendra un peu de temps à s'établir et à figer son API. Mais une fois que ce sera fait, la V3 sera normalement un passage à la 3D, et à mon avis, ça sera le passage définitif à la version finale de Barista. Et à ce moment-là, on verra ce que l'on fait du projet. Est-ce qu'on en fait un vrai projet qui aura envie de concurrencer des équipes plus grosses? J'en suis pas sûr, parce que si on n'arrive pas donc à être assez nombreux dessus, ça vaut pas trop le coup. Mais à côté de ça, il faudra le garder en place, parce que ça reste le seul projet de ce type à ma connaissance qui a une vocation pédagogique et qui permet donc à ceux qui y prennent part de monter rapidement en compétence donc sur de la programmation graphique, et de faire en sorte aussi de comprendre un peu mieux comment fonctionnent les outils d'équipe un peu plus costaudes. Et donc du coup, ça permet de faire monter en compétence à peu près tout le monde en termes d'algo, d'optimisation, etc. Avant de partir sur les questions, on va déjà dire au revoir à YouTube. Donc salut YouTube, hein, ça sera donc pour une prochaine fois. Donc j'essaierai donc de plus en plus documenter l'avancée des projets et de faire en sorte de mettre plus souvent les vidéos sur YouTube. Donc bisous YouTube.